Bonjour tout le monde. Je me présente, Iris Laforme. Je suis la coordonnatrice pour le secteur des matières résiduelles, chez Réseau Environnement. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir, ce midi et je vous souhaite la bienvenue pour, ce webinaire qui est présenté, par Veolia, qui est intitulé «Les 5 plus grandes erreurs que commettent les organisations dans la gestion des déchets dangereux et comment les éviter». Donc, tout au long du webinaire, je vous invite là, à écrire vos questions dans la section Q&R, puis on va prendre un moment à la fin pour y répondre. Pour présenter ce webinaire, je suis accompagnée par Fatima Oussard, directrice environnement chez Veolia, et par Paul Fontaine, qui est directrice vente matières résiduelles dangereuses au Québec. Donc, sans plus tarder, Fatima, à toi la parole. Merci beaucoup. Iris, je vois pas la présentation. Je vais la partir. OK, parfait. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là aujourd'hui, de vous présenter les quelques conseils pour éviter certaines erreurs en matière de gestion des matières dangereuses résiduelles et vous donner quelques conseils de bonnes pratiques pour le faire correctement. C'est bien ça. Donc, on peut passer au deuxième slide. Donc, quelques petites informations pratiques. Donc, cette présentation, elle est en cours d'enregistrement. Vous allez recevoir un courriel avec l'enregistrement et aussi une copie des diapos. Et puis, si vous avez des questions, utilisez la fonction QR. Alors, vous passez à l'autre diapo, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est une mention légale à cette présentation. C'est pour faire un petit rappel comme quoi on ne vous donne pas des conseils ou des avis juridiques, on n'est pas des juristes. Donc, en fait, on vous fait des recommandations selon notre expertise, notre expérience dans le domaine de gestion des matières dangereuses résiduelles. Alors, mon nom, c'est Fatima Oussard. J'ai une formation en sciences de l'environnement. J'ai un doctorat en chimie de l'environnement, sciences physique-chimie de l'environnement. J'ai commencé ma formation en sciences de l'eau. Et puis, j'ai un master en chimie de la pollution atmosphérique à Paris. Puis, j'ai obtenu mon doctorat de l'Université d'Orléans. Donc, j'ai une expérience, à peu près 15 ans d'expérience au Québec en tant que professionnelle de l'environnement, experte en environnement. Et puis, j'ai aussi une expérience quand j'ai commencé à travailler en France et au Maroc, aussi dans le domaine de l'environnement. Donc, mon poste actuellement, pour revenir, désolée, j'occupe actuellement le poste de directrice en environnement chez Veolia Amérique du Nord. Donc, je vais vous présenter Veolia. Donc, avant de présenter Veolia, je vais vous faire un petit rappel du sommaire. Donc, présentation de Veolia et de ses activités, les 5 erreurs, exemples et comment les éviter. Alors, après chaque thème, chaque erreur, j'aimerais prendre une petite période des questions. Iris, donc ouvrir le micro pour laisser les gens de poser leurs questions. Donc, après, à la fin aussi, on peut prendre une petite période pour répondre à vos questions et discuter sur des problématiques que vous avez, si vous voulez les partager. Donc, je vous encourage à poser toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions, n'hésitez pas à me poser des questions, puis ça me fera plaisir d'avoir cette discussion, qu'elle soit un peu plus dynamique, comme ça on peut partager, il va y avoir un maximum de partage d'expérience. Donc, Veolia, c'est une entreprise qui est mondiale, qui est présente sur tous les continents. Elle offre principalement des services à l'environnement, donc en matière d'énergie, de déchets et de l'eau. Donc, dans le monde, c'est plus que 200 000 employés, traitent 96 millions de mètres cubes par an. Des services traitement d'eau usée aussi à 62 millions par année, 55 mégawatts d'heures d'énergie, 47 millions de tonnes de déchets convertis.
Donc revenu consolidé, 67 milliards de dollars canadiens. En Amérique du Nord, le groupe a principalement 12 000 employés, 25 millions de population desservie en eau potable, puis 5 milliards de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si, Paul, as-tu des commentaires sur... Non, pas de commentaire pour l'instant, mais je vois qu'il y a une main levée. Il y a une question. On va peut-être laisser... En fait, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, comme disait Eris au début de la présentation, les écrire dans la section QA. Après, donc, je vais prendre des périodes, des pauses pendant la présentation pour répondre à vos questions. Donc, la raison d'être de Veolia, c'est de concilier le progrès humain et la protection de l'environnement. Donc là, vous voyez le programme stratégique Green Up de Veolia, c'est le petit cercle qui regroupe les performances environnementales, sociétales, sociales, économiques, financières et commerciales du groupe. Oui, et avec des objectifs, des objectifs que le groupe tient au niveau des performances environnementales, à la fois réduction des gaz à effet de serre, scoop 1, 2, la préservation de la biodiversité, la dépollution. Donc, vraiment, chez Veolia, on est très engagé pour tout ce qui est question performance environnementale. Donc là, on va attaquer le vif du sujet, les erreurs qu'on peut faire quand on est amené à produire et gérer des matières dangereuses résiduelles. Et l'erreur la plus fréquente qu'on voit souvent, c'est une mauvaise classification de ces déchets. Donc, dans le domaine, on parle de deux choses, surclassification, sous-classification. Donc, en fait, on a la classification juste, on a une surclassification du déchet, ça veut dire qu'on va mettre une classe plus dangereuse de ce qu'il est vraiment, ou sous-classification, donc on va mettre une classe beaucoup moins dangereuse de la dangerosité réelle de ce déchet-là. Pourquoi on fait ça souvent? Par exemple, en surclassification, il peut y avoir des clients, des générateurs de manière générale, qui, quand on leur pose des questions sur le déchet, la nature de ce déchet, la fiche signalétique du déchet ou le descriptif du procédé générateur, ou une analyse, par défaut d'avoir ces deux informations, une analyse du déchet. Donc, le générateur n'a pas toutes ces informations, il ne veut pas s'empiétrer dans beaucoup de détails. Donc, souvent, il va donner une description plus de la dangerosité plus grande de ce que le déchet il est. Et là, on tombe dans le piège de la surclassification. Un des exemples fréquents que je vois, c'est les huiles usagées. Donc, les huiles usagées, classe A01, dans la classification sur les matières, le RMD, là, qu'utilise le ministère de l'Environnement. Donc, ce code, c'est pour les huiles à moteur. Souvent, on va voir, par exemple, des clients qui ne savent pas si ces huiles-là sont contaminées avec des BPC, parce que la classe A01, c'est donné pour les huiles usées dont la concentration de BPC est inférieure à 3 ppm. Donc, ils vont aller prendre le pire cas en disant oui, c'est contaminé par les BPC, mets cette classe-là, puis débarrasse-moi-en rapidement. Donc, ça c'est malheureusement des cas qu'on voit, et puis ça a des conséquences. Sous classification, ça c'est super dangereux. On peut avoir des clients qui vont considérer que c'est de l'eau huileuse, même si c'est par exemple c'est de l'acide sulfurique. C'est de l'aide de nettoyage d'un réservoir d'acide sulfurique, et puis mettre le code comme eau huileuse comme classe. Et ça, là, ça peut avoir un problème. Par exemple, moi, j'ai déjà vécu des matières qui ont été ramassées,
Puis un des employés en pensant que c'est de l'eau huileuse, l'a manipulé sans avoir des gants qui étaient appropriés. Et puis il s'est blessé. Donc ça peut causer des blessures pour les employés qui manipulent, qui transportent, ou même quand c'est disposé, si ça n'a pas été détecté auparavant. Et ça, c'est interdit par la loi, la sous-classification des déchets. Paul, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Oui, effectivement, je veux juste un petit commentaire sur la surclassification. C'est sûr que toute la considération de dangerosité là, des déchets, mais il y a aussi des coûts à ça. Par exemple, j'avais un client qui, auparavant, avait classé un déchet d'une certaine manière, ce qui engendrait pour le transport des coûts supplémentaires pour un plan d'intervention d'urgence. Donc, le client a dépensé beaucoup de sous pour faire toute la conception, l'élaboration de ce plan d'urgence-là pour le transport, pour les coûts de formation, les coûts de la maintenance, les coûts réglementaires. Donc, il faut prendre ça en considération aussi. On ne veut pas non plus empêcher une bonne classification, là, sauf que une fois que c'est bien analysé, bien répertorié, je pense qu'il faut considérer les coûts qui sont engendrés par les différentes compagnies dans ces cas-là. Donc, c'était juste un petit commentaire que je voulais ajouter parce que c'est quelque chose que j'ai vu déjà à quelques reprises et avec lesquels on a pu aider les clients à bien formuler leurs demandes en donnant les bonnes informations là, pour bien décrire le déchet qu'ils avaient réellement. Merci Paul. Si je reviens à la sous-classification, ce qu'on voit souvent, c'est des clients qui vont venir ou des générateurs qui vont venir avec une description. Oui, c'est un résidu d'huile. Mais il peut y avoir une mauvaise traduction. Hein. L'huile de chauffage, ce n'est pas de l'huile usée, c'est du mazout. C'est une matière inflammable. Donc là, il faut avoir un code associé à une matière inflammable et ce n'est pas de A01. Donc ça, c'est très important. Des fois, on ne fait pas cette distinction. Je vois souvent l'huile de coupe qui des fois, on met un code A01 alors que ce n'est pas ça. Oui, ça s'appelle l'huile de coupe, un résidu d'huile de coupe, mais ce n'est pas des huiles usées, c'est plus des eaux huileuses. Et puis, si on met par défaut l'huile de coupe, parfois, il y a des sites qui ne sont pas aptes à les traiter. Donc, ils ne peuvent pas l'accepter. Donc, ça, c'est des coûts supérieurs qui sont associés quand on ne prend pas la peine de mettre le bon code et la bonne classe sur le déchet. Donc, oui, donc le prix de traitement aussi, il faut le prendre en compte. Oui, l'exemple de Paul est très intéressant. Effectivement, il y a des coûts associés à une surclassification. J'ai fait un petit comparatif entre un baril d'huile usée, classe inférieure à 3 ppm, à 0,1, et des huiles contaminées au BPC qui sont supérieures à 500 ppm. Le prix peut augmenter de 6000%, juste pour vous donner une idée. Et oui, alors ça, c'est un exemple qu'on voit très, très souvent aussi. Les coûts de l'élimination, les coûts de traitement peuvent augmenter quand on fait des mélanges qui ne sont pas compatibles ou des mélanges qui rendent le déchet pas traitable. Par exemple, les huiles usées, ils peuvent être très bien recyclés au Québec. Les solvants usés, on a des infrastructures au Québec qui permettent de les traiter. Mais si vous les mélangez ensemble, ils ne sont plus traitables et le coût va augmenter. Les eaux de lavage et les huiles usées ou des solvants. Malheureusement, on voit souvent que des générateurs, ils ont plusieurs procédés, donc ils vont produire différentes natures de déchets. Ils vont opter pour la simplification de la chose. Ils vont mélanger des déchets qui d'une manière ou d'une autre, rend ce déchet intraitable. Donc là, c'est les exemples simples que je vous donne. Vraiment, c'est les exemples qu'on voit très souvent. Huiles usées, solvants, eaux de lavage avec des huiles usées. C'est vraiment des exemples qu'on voit très, très souvent. Après, de mémoire, je me rappelle très bien qu'il y avait des mélanges
pour des produits chimiques incompatibles avec une réaction. Donc, faites très attention avant de mélanger des déchets. Là, c'est important à tenir compte de ça. On peut passer à la slide suivante. Alors, un codage, une classification incorrecte d'un déchet, il peut avoir une conséquence sur toute la chaîne qui enclenche derrière, tout le processus qui est associé à la mise en contenant de ces déchets, au transport de ce déchet, à l'étiquette qu'on va mettre sur ce déchet, au manifeste de transport de ces déchets, et puis à l'envoi aussi de disposition. Toutes ces étapes-là sont des étapes réglementaires, donc c'est des étapes avec un processus à respecter. Par exemple, le transport, il faut respecter le règlement sur le transport des matières dangereuses. Si on met une mauvaise classe aux déchets, on peut avoir, par exemple, s'il y a un camion qui fait un accident de la route, on peut avoir des non-conformités, même des poursuites judiciaires suite à cette mauvaise classification. Je vous donne l'exemple de Toronto, l'acide sulfurique qui a été déclaré comme étant de l'eau huileuse. Ça, c'est quelque chose de très, très grave. Un contenant, si une matière est classée RTMD, ou TDJ en anglais, il faut le transporter dans un contenant UN. Donc, ne pas le transporter dans un contenant conforme, ça peut engendrer des non-conformités pour le générateur et pour celui qui reçoit le déchet aussi. L'étiquette. Donc, l'étiquette, ça c'est souvent, je ne sais pas si vous avez des inspecteurs qui viennent faire des inspections dans vos installations, mais c'est une des choses qu'ils vont regarder le plus. Donc, si les informations dans l'étiquette ne sont pas compatibles, ça se peut que vous ayez une non-conformité de la part du ministère de l'Environnement du Québec. Le manifeste de transport, ça c'est quelque chose qui est contrôlé aussi au niveau du règlement sur le transport des matières dangereuses. Le fait que vous ayez une mauvaise classe, donc ça peut engendrer des non-conformités aussi. Aussi, les sites de disposition, une erreur au niveau de la classification. On prend le déchet, on l'envoie dans un site de disposition qui normalement est autorisé à le recevoir selon la classe que vous avez déclarée. Il peut avoir des non-conformités s'il se rend compte que la classe que vous avez déclarée n'est pas la bonne. C'est arrivé que les sites de Veolia, on reçoit des huiles usées, comme quoi ils sont des huiles usées inférieures à 3 ppm, et on découvre qu'il y a des BPC. Le site en question n'a pas le droit de recevoir des huiles usées qui contiennent des BPC. Excusez-moi. Donc, ça, c'est des risques qu'on voit souvent, qui sont très cachés, mais qui sont tous associés à cette étape de classification des déchets. Donc, on se rend compte que, merci, 30% des installations ne réévaluent pas la classification des déchets de chaque année. Donc, je vais en parler de cette problématique aussi. La surclassification des déchets, on va engendrer des risques pour l'entreprise et des coûts pour l'entreprise. Si on ne réévalue pas la classification à chaque année, donc on peut tomber dans le piège de surclassification, de sous-classification, l'augmentation des coûts de disposition, si la classe est trop élevée, et puis le risque de non-conformité, comme je l'ai mentionné tantôt. Donc, je ne sais pas, Paul, si tu as des points que tu veux mentionner. Ben, en fait, pour la conformité, puis pour faire le suivi, je ne sais pas si c'est ton prochain point, là, ou c'est là que tu discutes de ça, parce que je voulais parler des profils de résidus. Je pense que oui, tu peux en parler maintenant. Oui. Je crois que c'est une bonne pratique à mettre en place, c'est d'avoir des profils de résidus. Nous, chez Veolia, on le fait. Ce sont des profils qui décrivent exactement ce qu'on récupère chez vous. Chaque résidu a son profil de résidu. Et ce profil de résidu-là est révisé à tous les 3 ans. C'est sûr que c'est le générateur qui est responsable de ce profil-là. On peut aider à bien le monter, l'identifier, tout ça. Et ça donne aussi un rappel aux 3 ans ou plus rapidement si jamais il y a des changements dans vos façons de faire, les façons de générer ce déchet-là. Donc, ça donne une certaine sécurité
pour vos employés et les nôtres, et pour aussi éviter les risques justement de changement ou de non-acceptation à un site ou de non-conformité lors du transport. Ça l'aide aussi avec la traçabilité de ces déchets-là, parce que si jamais il y a des changements ou des changements de code une fois que c'est arrivé à un site ou un refus, ben, lorsque vous allez faire votre bilan, il va y avoir des changements aussi dans le bilan. Donc, il va falloir prendre ça en considération aussi. Donc, je pense que c'est une bonne façon de faire, c'est d'avoir un suivi comme ça. Nous, on le fait aux 3 ans, mais ça peut être à chaque année ou aux 2 ans, dépendamment de comment vous voulez le faire. Mais je crois que d'avoir un profil de résidus pour chacun des résidus peut aider à éviter d'avoir ce risque-là là, de changement là, une fois que c'est soit dans le transport ou soit rendu à destination. C'était mon petit point là-dessus, Fatima. Parfait, merci Paul. Est-ce que, Iris, tu peux ouvrir, s'il te plaît, la période, les questions qu'on a par rapport à l'erreur 1, on va dire l'étape de l'erreur 1? Il y a des questions, bien sûr. Je vois pas de main levée. Claude, oui, un instant, je vais ouvrir les micros. Je crois que, Claude, tu peux activer ton micro pour poser ta question. Oui, bonjour. Alors, écoutez, j'ai rédigé ma question dans le calardage, peut-être. Ils vont en prendre connaissance. Quel est le pourcentage des matières inorganiques reçues chez Veolia qui est recyclé, recyclable, réutilisé, reconditionné et redirigé vers votre réseau de clients après traitement? Là, il y a encore d'autres questions. Je ne sais pas si... Alors, c'est une question très technique, malheureusement. Je ne suis pas en mesure de vous répondre là-dessus. Bon, ça n'a rien à voir avec l'erreur numéro 1, là, mais je pourrais la prendre pour plus tard et vous fournir une réponse. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir le courriel de la personne. Oui. Parfait. Parfait. On a aussi... Oh. Merci. On a aussi une question de Laurie Pellerin. Pouvez-vous expliquer ce qu'est un profil de résidu? Je te laisse répondre à ça, Paul. Oui, ben, en fait, le profil de résidu décrit exactement le procédé générateur, comment vous avez obtenu ce résidu-là. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a un mélange. On reçoit les fiches signalétiques, oui, mais une fois que ça a passé dans votre système ou la création de ce résidu-là, c'est souvent un mélange. Donc, on veut savoir d'où ça vient. Le profil de résidu va décrire ça, va décrire aussi quels sont les produits chimiques ou les différents items qui vont faire partie de ce mélange-là. Ça va donner aussi une idée là, de la description réglementaire qu'on va mettre sur les manifestes. En fait, ça décrit exactement ce que c'est. C'est comme un peu une fiche signalétique, mais pour votre résidu en particulier. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, là, mais parce que souvent, on va avoir 2-3 fiches signalétiques qui vont décrire un résidu. Alors, nous, on fait le mélange de ça. Si on dit, bon, il y a 20 d'eau dans mon résidu, ça va être indiqué sur le profil. Ensuite de ça, je ne sais pas moi, 5 d'huile, 10 d'un autre, un autre produit chimique. Bien, ça va faire la description. Puis avec ça, on va conclure avec vous de l'appellation réglementaire et de la classification du déchet. Donc, c'est c'est rapide là, comme description. Malheureusement, j'en ai pas un sous la main pour le montrer, mais on pourra quand même vous donner une idée. Là, si jamais vous voulez, on peut vous envoyer un exemple de nos profils de résidus. Effectivement, donc dans les ententes qu'on a avec le ministère de l'Environnement, le profil de résidu, ça décrit le résidu qui est généré. Donc, on va décrire le procédé générateur. C'est quoi vos procédés que vous utilisez pour générer un résidu? Si, par exemple, nous, on fait des analyses qui nous permettent de le classer, parce que l'information que vous avez fournie n'est pas suffisante, donc elle va être associée à votre fiche profil.
Et donc, elle va nous permettre d'avoir une preuve de classification selon le RTMD aussi. Donc, ouais, c'est ça. Description du procédé, fiche signalétique des matières, des matières chimiques qui sont utilisées pour générer le déchet, les analyses chimiques qu'on utilise pour classer ce déchet. Donc, tout ça, ça permet de bien comprendre et donner une classification juste à votre déchet et ne pas tomber dans le piège de surclassification ou de sous-classification. On peut prendre une autre question. Parfait. Donc, je vais autoriser le micro là, à Patrice Camus. Tu peux activer ton micro. Oui, bonjour mesdames, j'espère que vous m'entendez bien. Patrice Camus de l'entreprise Artopex. Merci pour votre présentation toutes les trois. Ma question s'adresse à Madame Fontaine. Vous avez mentionné des coûts associés à une mauvaise classification de déchets dangereux, que ça pouvait avoir un impact, si j'ai bien compris, au niveau du plan d'urgence, au niveau de la formation. Est-ce que vous pourriez me répéter les autres exemples que vous avez nommés, s'il vous plaît? Oui, certainement. En fait, ce que je mentionnais, c'est que, surtout pour le plan d'intervention d'urgence, il y a des coûts de conception, d'élaboration, des coûts de formation, des coûts d'équipement, des coûts de maintenance, d'intervention, puis des coûts réglementaires. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais ça, c'est principalement pour si vous devez faire un plan d'intervention d'urgence, il faut avoir pensé à tous ces critères-là. Donc, c'est des coûts qui sont engendrés là, lorsque vous avez cette demande. D'accord, parfait. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Merci. Merci. Puis, on aurait une dernière question de Valérie Rousseau, si on peut la prendre. Oui, bien sûr. Bonjour, Valérie Rousseau, traitement des eaux de la Ville de Québec. J'avais posé la question, comment puis-je faire pour créer des profils de résidus, mais aussi, ça, vous l'avez expliqué un peu, c'est avec la fiche signalétique, puis en parlant à vous, mais est-ce que ça permet si je fais une création de profil, est-ce que ça permet de dire, ah oui, ce produit-là, à chaque fois que j'appelle, il est connu, vous savez c'est quoi, tu sais, ça accélère le procédé, le processus? Oui, exactement. OK. Oui, effectivement. C'est certain que si c'est toujours la même chose, il n'y a aucun problème. Nous, on l'accepte comme ça. OK. Puis, on peut vous aider à créer ce profil-là. Là. Souvent, on va le faire même pour le client. On va l'envoyer ensuite aux intervenants pour que vous puissiez valider exactement parce que vous êtes quand même responsable de votre déchet. Puis, par la suite, si jamais dans les mois ou les années qui suivent, il y a un petit changement, là, on parle d'un traitement d'eau, mais vous avez changé je ne sais pas moi, d'un certain produit que vous utilisez, c'est plus le même. Bon. À ce moment-là, on se rassoit, on le regarde, puis on peut faire les ajustements sur le profil. Parce que j'ai beaucoup de misère avec, je ne veux pas chialer, là, mais j'ai beaucoup de misère avec les tubes UV, les ballasts. Je me fais toujours poser la question, y a-tu du mercure là-dedans? Ah, ben là, il y a du mercure. Ah, ben là, c'est pas avec nous. Ah, ben c'est pas avec eux. Ben là, appelez ici, appelez ici. Je vous dis, là, c'est vraiment compliqué. Puis je parle même pas des batteries, puis je parle même pas des bonbonnes d'arrêt au sol, puis je parle même pas encore de mes huiles. Fait que c'est ça, c'est complexe. Merci. Ben, effectivement, si votre profil est fait, puis il n'y a pas de changement, nous, une fois que c'est canné, c'est dans le système, on ne vous repose pas les questions, c'est tel que tel, puis on y va avec ça. Vous avez des numéros de profil qui sont disponibles, là, puis on suit avec ça. Là, à moins, comme je vous mentionnais, qu'il y ait un changement dans votre façon de faire, ben là, il faut reviser, puis soit en faire un nouveau ou ajuster celui que vous avez. Parfait. Fait que je prendrai contact avec vous pour créer ces profils-là. Merci. Merci. Oui, Fatima, on a encore 2 questions dans questions et réponses. Est-ce que tu veux continuer? On reprend du temps plus tard pour les questions? Oui, je pense qu'on va accélérer un petit peu. Donc, ça se peut que je le prends après le deuxième item, là, en fait. Et puis, il est rapide, lui, il est moins long que l'autre, donc je vais avoir le temps de répondre. D'accord? Parfait, merci. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Moi, ça me fait plaisir de partager avec vous les problématiques que vous avez généralement en matière de gestion des matières dangereuses résiduelles. Sachez que moi, je les comprends très bien parce que avant de travailler chez Veolia, je travaillais chez divers générateurs. Puis
la gestion des matières dangereuses résiduelles telle qu'elle est. Pour le recyclage des matières municipales, donc les déchets banals, c'est très simple. Pour les déchets dangereux, c'est très compliqué parce qu'il y a les enjeux au niveau de la classification, les enjeux, il y a des choses que je n'étais pas très, très consciente, je ne comprenais pas très bien. Puis après coup, quand j'ai commencé à travailler chez Veolia, c'est là où j'ai acquis cette formation. Là, j'ai compris que oui, il faut une bonne gestion pour sauver des coûts et puis être conforme aussi, ne pas avoir des non-conformités. Puis réduire les risques aussi, les risques qui sont en lien avec l'entretien ou la gestion des matières dangereuses. Donc, l'erreur numéro 2, ça, c'est oui, vous avez énormément de déchets et vous ne maintenez pas le processus de mise à jour de ces profils-là, alors que vos procédés, ils ont changé. Donc là, se contenter de ce qu'on appelle une conformité figée. Une fois que vous avez mis en place les procédures, vous ne voulez jamais y toucher. Donc ça, c'est un piège qui peut malheureusement vous coûter beaucoup d'argent et puis vous exposer à certains risques. Le personnel, les matériaux, le processus, ils changent. Vos protocoles, si vous les réexaminez pas, si vous ne les mettez pas à jour, ça devient risqué et même obsolètes, ils sont plus utilisables. Des exemples simples. Avant, vous avez des huiles usées. Maintenant, ces huiles sont en contact avec d'autres produits. Donc, il y a d'autres contaminants qui rentrent, mais vous avez maintenu la classe A01, qui est une classe générale. Ça peut vous exposer à des problèmes. Là. Donc là, si on prend la deuxième slide, donc c'est ce que j'ai présenté tantôt, en fait. Les risques sont là. Surclassification des déchets, sous-classification des déchets, augmentation des coûts de disposition et puis le risque de non-conformité. Donc, je ne vais pas revenir sur ces détails-là parce que je les ai bien présentés, mais je veux bien prendre les autres questions, Iris, même s'ils ne sont pas en lien avec ce item-là, mais de manière générale. Parfait. Donc, dans le questions et réponses, on avait pour les solvants et eau de lavage avec huile usée, est-ce que ceux-ci sont sous responsabilité élargie des producteurs, la REP? Les huiles usées ne sont pas sous la REP, ils sont sous la SOGU. Des solvants, à ma connaissance, je vais prendre cette question pour répondre, mais il me semble que non. Je ne sais pas, Paul, toi, as-tu entendu parler de REP au niveau de recyclage des solvants? Non, mais on peut vérifier. On peut vérifier. Ouais, je pourrais le vérifier. Je vais le prendre, cette question, je vais la vérifier et vous revenir avec une réponse. Parfait. On a aussi une question, que faire lorsqu'un contenant n'a pas été identifié et qu'il y a un doute sur son contenu? Est-ce possible de mener une analyse pour l'identifier? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous recommande. Si quelqu'un, quelque part, a mis un déchet dans un contenant, puis tout le monde a oublié de mettre une étiquette, et puis on ne sait plus c'est quoi, donc la meilleure chose, la meilleure façon de faire, c'est vraiment de procéder à une analyse pour pouvoir le classer correctement. Parfait. Donc, merci beaucoup, Fatima. On a fait le tour de ces questions. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut aller au 3e item, négliger sa responsabilité en aval. Donc, oui, on a souvent affaire à des générateurs qui croient à tort qu'une fois qu'il a donné le déchet à un transporteur, c'est fini, il ne s'en occupe plus, il n'a pas de problème, c'est plus sous sa responsabilité. Pas toujours. Donc là, la responsabilité du générateur, elle ne se limite pas au moment où le transporteur prend en charge ce déchet-là. S'il y a un problème, le générateur, il peut être responsable de ce déchet-là. Par exemple, s'il s'est trompé dans la codification, là, je parle de sous-classifier un déchet, comme j'en ai parlé tantôt, en cas d'accident. Les pompiers interviennent, ils croient que c'est de l'huile usée.
finalement, c'est des produits inflammables. Là, si vous avez codifié ce déchet-là de cette manière-là, vous êtes responsable de cette codification. Et si quelqu'un se blesse ou quoi que ce soit, vous avez cette responsabilité. Par exemple, qu'est-ce que je vois souvent? Moi, je pense que c'est un bon exemple, le camion ou le transporteur avec un accident arrive chez le site de disposition. Ça a été transporté, bon, il n'y a pas eu d'accident, tout est beau, ça a été transporté comme eau usée, finalement c'est de l'acide sulfurique, l'employé se blesse, l'entreprise qui l'a reçu peut se retourner contre vous parce que c'était une mauvaise classification de déchets. Donc ça, c'est des exemples simples. C'est par exemple, moi j'ai déjà vécu un déchet mal codé et puis on arrive à le décharger sur un réservoir. C'était avec un volume, c'était des déchets en vrac, donc pompés dans un camion, arrive dans un réservoir, incompatibilité entre les déchets, une réaction. Donc là, c'est des coûts associés qui peuvent être... vous pourriez être tenu de rembourser ces coûts-là. Donc, c'est pour ça que quand on parle de codification, classification de déchets, là, c'est très important de faire attention. Donc, ça engendre votre responsabilité. Et ce n'est pas parce que quelqu'un l'a ramassé et puis que votre responsabilité, elle s'arrête là. Non, pas du tout. Je pense que si, en cas de sous-classification, ou s'il y a une contamination BPC, oui, ça est arrivé chez plusieurs personnes qui ont reçu, c'est plusieurs sites qui ont reçu des huiles contaminées qui étaient supposées sans BPC, qu'ils les ont consolidées avec des huiles, qu'ils ont découvert qu'il y a une contamination BPC plus tard, et puis ils ont consolidé avec des huiles. C'est des poursuites judiciaires qu'il y a eu dans ces cas-là. Donc, si le fournisseur il gère mal après le départ de votre site, vous êtes quand même responsable. C'est station de transfert de ces sites, station d'élimination de traitement final de ces sites, toute blessure issue de ça, durant le transport, s'il y a des déversements associés à ce déchet-là, c'est vraiment un paquet de problèmes que vous ne voudriez pas vous retrouver là-dedans. Donc, les coûts, les risques, j'en ai un peu parlé brièvement, mais en fait, on peut... un site qui reçoit ce déchet peut les envoyer vers des installations qui ne sont pas certifiées et qui sont hors province, donc il peut enfreindre la réglementation sur la traçabilité de ces déchets-là. Puis, je ne sais pas, je ne savais pas que c'était important de codifier un déchet comme il faut. Ce n'est pas une défense valable au niveau du Canada. Et puis, le processus que vous devez adapter, c'est la diligence raisonnable. Ça veut dire que vous avez mis en place tout processus raisonnable pour justement respecter la réglementation applicable et notamment une classification juste de vos déchets. Donc là, on peut ouvrir les questions si vous en avez. Je vais aller voir dans le questions et réponses. Oui, il y en a quelques questions. Quelles sont les règles lorsque le générateur provient des États-Unis, par exemple, et qu'il y a une contamination de l'environnement lors du transport? Alors, le générateur, il provient des États-Unis, donc c'est un générateur qui a produit ce déchet-là, puis il a été importé au Canada. Donc, si je comprends bien la question, normalement, en fait, c'est sous règlement d'importation-exportation des déchets dangereux entre le Canada et les États-Unis. Donc, si un générateur américain se trompe dans la classification de déchets, premièrement, avant d'avoir un permis octroyé par Environnement Canada et par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, il y a quand même des experts qui passent là-dedans. Donc, cette erreur-là,
ça pourrait être très difficile d'avoir une erreur de classification à ce niveau-là. En cas d'accident pour le transporteur, il y a des assurances normalement qui couvrent ce transport. Donc, à ma connaissance, je dirais que c'est à peu près le cadre que je vois au niveau des risques, qui couvre les risques, mais le règlement sur l'importation et l'exportation des déchets dangereux, il est là pour justement réduire ce risque-là. Merci. Un peu en lien aussi, où s'arrête la responsabilité du générateur et qu'en est-il de la responsabilité du fournisseur? Alors, on parle de générateur qui a généré le déchet, fournisseur, celui qui a fourni les services. Comme je vous dis, si la responsabilité du générateur en cas d'erreur, en cas de problème, ne s'arrête pas au moment où le transporteur prend en charge votre déchet. Par contre, si il n'y a pas d'erreur au niveau de la classification, vous avez respecté la réglementation applicable, puis le processus est légal, normalement, les règles qui entourent, la réglementation qui entoure la gestion des déchets dangereux, vous n'avez pas de responsabilité une fois que le transporteur l'a pris. Merci, Fatima. Et on a encore une petite question. S'il y a un sous-classement dans un écocentre dans les RDD que nous recevons et qu'un accident grave survient lors du transport, est-ce que l'employé de l'écocentre sera poursuivi en justice? Ça, c'est une question très, très technique. Comme je vous dis, je ne suis pas légiste. Moi, je ne parle pas d'employés en question, je parle de processus qui sont mis en place par l'organisation. Donc, de ma part, je ne crois pas, puis je prends une petite marge là pour dire faut un avis légal là-dedans. En fait, si je prends l'exemple de Veolia, par exemple, c'est Veolia qui est responsable et non pas ses employés. S'il y a un processus qui est mal fait, c'est l'organisation qui est responsable et non pas les employés. Merci, Fatima. On aurait fait le tour des questions pour le moment. Parfait. Donc, on peut passer à l'erreur numéro 4. Ça, on le voit malheureusement très, très souvent. C'est la mauvaise compréhension de votre responsabilité et de ne pas aller chercher à comprendre si la personne, l'entreprise avec qui vous faites affaire, elle a tout à fait ses autorisations ou elle a un savoir-faire dans l'enlèvement des déchets où tout va bien. Donc, souvent, les installations, ils ne voient pas qu'est-ce qui devient de leurs déchets après qu'un transporteur a pris leurs déchets. Donc ça peut être problématique. Ils ne s'assurent pas de la traçabilité. Donc, ils ne comprennent pas est-ce que leurs déchets ont été traités correctement, est-ce qu'ils ont été envoyés au bon endroit, est-ce qu'ils ont été gérés conformément à la réglementation. Ça reste une zone d'ombre, donc entre votre responsabilité et la responsabilité de celui qui a pris en charge vos déchets. Alors, moi, mes recommandations là-dedans, c'est vraiment, avant de faire affaire avec une entreprise, il faut vous demander s'ils ont des permis d'autorisation pour recevoir les déchets que vous générez. C'est votre responsabilité et puis c'est bien décrit dans le règlement sur les matières dangereuses. Vous ne pouvez pas envoyer vos déchets à n'importe qui sans vous assurer que vous avez celui qui les reçoit a ces autorisations-là. D'ailleurs, moi, j'ai eu des expériences sur le ministère, pas juste sur les déchets dangereux, même sur les déchets recyclables, même sur les déchets municipaux, les déchets normaux, banals. Là, en fait. Ils demandent, le site à qui a été envoyé ce déchet-là, ils ont les autorisations. Puis, pour la deuxième partie, au niveau de la traçabilité, vous pouviez tout simplement demander des bilans des matières et la destination de ces matières, des matières. Quand je parle de matières, je parle des déchets dangereux, bien sûr. Si vous faites affaire avec un
un recycleur ou quelqu'un qui reçoit les déchets. Donc, vous pouvez lui demander la quantité des déchets que vous avez reçu, qu'il a reçus de chez vous, et puis où est-ce qu'ils ont été envoyés ces déchets-là, en traitement ou en enfouissement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, à partir d'un certain niveau, en quantité de déchets, vous avez l'obligation aussi au niveau du RMD de produire un bilan au ministère de l'Environnement. Donc ça, ces informations vont vous permettre à produire ce bilan-là. Alors, si vous ne respectez pas, là, c'est les deux recommandations que je vous ai données, en fait. Vous pouvez avoir des éliminations qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas documentées. Et là, vous pouvez avoir des non-conformités de la part du ministère, ou bien, si par exemple, alors, puis ça, je ne l'ai pas vu, mais par le passé, ça arrivait souvent. C'est des joueurs qui arrivaient, puis qui déchargeaient tout simplement des déchets dangereux dans des décharges publiques ou des destinations qui ne sont pas autorisées à les recevoir. Excusez-moi. Dans ce cas-là, ça peut que le ministère revient jusqu'à vous et vous rend responsable de ça. L'exemple que je vois souvent, c'est en fait les exemples qu'on a, je pense qu'on a tous vus, c'est les sols contaminés. C'est sûr que ce n'est pas la même chose que les déchets dangereux parce que ce n'est pas le même règlement qui s'applique. Mais on a vu par le passé qu'il y a des sols contaminés qui étaient déchargés dans des sites agricoles qui n'étaient pas du tout autorisés à les recevoir. Oui, alors, et ça, des fois, des fournisseurs qui vont aller sous-traiter et le traitement, et puis rediriger les déchets vers d'autres sites. Puis ça va vous coûter, ça peut coûter des surcharges par rapport pour vous. Donc, des fois, au lieu d'aller directement importer le déchet, si vous avez par exemple un seul déchet, ce n'est pas très compliqué à faire. Vous pouvez faire affaire directement avec celui qui recycle ce déchet directement au lieu de passer par des intermédiaires. Donc là, on a fini avec le point 4. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose, Fatima? Oui, bien sûr, bien sûr. Désolée. Parce que c'est quelque chose qui est assez fréquent, là. Puis, je pense que pour avoir des bonnes pratiques, c'est aussi aller visiter les sites. Gênez-vous pas pour demander d'aller visiter l'endroit, que ce soit le centre de transfert, c'est souvent le centre de transfert, mais aussi le lieu de disposition finale. Exiger la traçabilité, justement, de vos matières, demander les autorisations, que ce soit les certificats d'autorisation pour la réception d'un tel type de résidu. Il faut être clair aussi avec vos exigences. Certains d'entre vous ne veulent pas aller aux États-Unis, il faut l'indiquer. Certains d'entre vous ne veulent pas sortir de la province du Québec, il faut aussi le mentionner. Puis je pense que de dire aussi le type de disposition que vous souhaitez dans la mesure du possible, il faut que ce soit respecté. Je pense qu'avec ça, avec une diligence raisonnable, là, vous allez avoir les bonnes informations, là, mais dès le départ, là, vous devez quand même faire ces demandes-là aux fournisseurs de services. Parfait, super. On peut prendre une petite période de questions parce que là, je vois qu'on est déjà à 12h50, donc il va rester 10 minutes max. Oui, il y a une question dans le question-réponse. Là, plusieurs entreprises allèguent ne pas avoir besoin de formation pour expédier des matières. Est-ce que vous demandez à vos employés de faire un contrôle de la conformité de l'expéditeur? Est-ce que la question est claire? Peut-être qu'on peut demander à la personne. Est-ce qu'on parle du document de transport? Monsieur... On peut lui donner la parole à la personne qui a posé cette question, comme ça on comprend un peu plus. Oui. Je crois que j'ai autorisé votre micro, Monsieur Gladu. Vous pouvez l'ouvrir. Oui, bonjour. C'est ça, il y a plusieurs entreprises qui vont dire
l'entreprise peut venir chercher les déchets que j'ai envoyés, les matières dangereuses, parce que je n'ai pas besoin d'avoir nécessairement de formation transport marchandises dangereuses, expéditeur pour envoyer la matière, parce que ce soit juste une fois que j'ai à le faire ou de toute façon, le fournisseur vient le chercher, j'ai pas besoin nécessairement d'avoir de formation, mais je veux savoir de votre côté, est-ce que vous demandez à vos camionneurs de vérifier si ces gens-là ont une formation pour pouvoir signer le document d'expédition, le manifeste? Alors, on ne demande pas à nos chauffeurs de vérifier la formation de TMD, si vous l'avez ou pas. Mais en tant qu'éditeur, vous avez l'obligation d'avoir cette formation. OK. Et pourquoi on ne demande pas, c'est parce que ce n'est pas le rôle de Veolia de s'assurer de l'application du RTMD, dans le fond. Règlement sur le transport des matières dangereuses, Transport Canada, les inspecteurs de Transport Canada appliquent le règlement sur le transport des matières dangereuses. OK. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au point 5. Parfait. Donc, voici. Parfait. Alors, oui, manquer des opportunités de valorisation et de réduction. Il y a des items il y a des items au Québec qui sont parfaitement, on a des infrastructures pour faire un très bon recyclage. Donc, comme les solvants, les huiles usées, les métaux. Donc, ça c'est... si vous faites affaire avec des personnes ou des entreprises qui ne sont pas sensibilisées à ça, qui ne vous offrent pas cette possibilité, bah là, vous avez manqué quand même cette opportunité de le faire. Donc, oui, c'est des items là, solvants, huiles, métaux. En plus, les mettre en décharge ou les incinérer, ça a un coût énorme. Donc, c'est comme pallier l'environnement et puis vraiment diminuer les coûts que de les recycler. Donc, ça n'a pas de sens de les envoyer en incinération, mettre en décharge. Donc, les installations qui sont avisées, elles récupèrent et réutilisent autant que possible. Et puis, ils réduisent ainsi le coût et l'impact environnemental. Donc, surclasser une matière, c'est manquer cette opportunité-là. Donc, une classification juste permet de recycler et de recycler les items au lieu de les incinérer ou de les enfuir. Aussi, faire des mélanges, j'ajouterais faire des mélanges des huiles usées et des solvants. Par exemple, ça ne permet pas de recycler ni les solvants ni les huiles usées. La logique dans votre façon de faire, c'est de les séparer, mettre les solvants à part dans un baril et mettre les huiles usées à part dans un baril, le temps que le baril soit, on va dire, plein ou vous vouliez le disposer, mais ça permet de ces items d'être recyclés parfaitement. Oui, ajouter des eaux de lavage à des huiles usées. Donc on ajoute, ou même au solvant. Il faut savoir qu'à partir d'une certaine quantité d'eau dans les huiles usées, il faut les traiter avant de les recycler. Donc, c'est ajouter un coût et manquer aussi l'occasion de les valoriser directement. Et c'est la même chose pour les solvants. Est-ce qu'on a perdu Fatima? On dirait qu'on l'a perdu. Je vais donner quelques secondes. Il reste, c'est la dernière diapositive là, que je présente à l'écran. Là. OK. Ben, en fait, juste pour revenir à ce qu'elle disait, là, effectivement, la récupération des solvants, des huiles, des métaux, la consolidation des déchets, ça peut réduire vos coûts de 20 à 40 parce que, bon, souvent, les métaux, même pour les métaux, parfois, on peut avoir des ristournes là, lorsque c'est disposé aux bons endroits. Les huiles, ben, dépendamment des huiles, souvent, elles sont ramassées gratuitement, alors que si elles sont contaminées avec autre chose, on ne pourra pas le faire. Les solvants, la même chose, vous pouvez avoir une réduction d'un prix, spécialement si vous rachetez des solvants recyclés aussi.
Donc, ça peut être très intéressant là, pour du côté financier aussi et du côté de l'environnement, naturellement. Puis, comme Fatima a inscrit, là, la perte de récupération peut nuire aussi à la performance ESG et aux évaluations, là. Donc, il faut établir une vraie stratégie pour la gestion des déchets avec des partenaires sérieux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, Iris. Je ne sais pas si Fatima va essayer de se rebrancher, mais sinon, on pourra prendre les questions et vous répondre là, par la suite. Là. Je suis là. Ah, t'es là, bon. J'ai lu tes dernières slides, mais si tu veux ajouter quelque chose, tu étais disparu. Non, tu l'as très, très bien fait. Il n'y a pas de problème. On peut parler de l'évaluation gratuite de la gestion des déchets dangereux chez Veolia avant de passer aux questions, Paul? La dernière slide, Iris, s'il te plaît. Oui, je crois que, en fait, c'était une... pardon. Oups, excusez-moi, je crois que j'étais sur la dernière slide. D'accord, on peut peut-être... Paul, tu peux en parler. Ah, pardon, elle est ici. C'est bon, c'est parfait. Je te laisse la parole, Paul. Ben oui, en fait, chez Veolia, on est disposé là, à passer chez vous, analyser vos flux de déchets dangereux, évaluer vos pratiques actuelles pour vous aider justement à la conformité réglementaire, identifier les défis, les risques, les opportunités, puis à vous proposer des solutions. Tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question là, au sujet des déchets inconnus. Ben, on peut vous aider avec ça, ramasser un échantillon, l'amener à notre laboratoire, puis vous donner l'information là-dessus, à savoir comment on peut en disposer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne sera pas une analyse là, qui va vous donner exactement bon, le type d'acide qu'il y a, par exemple, dans un baril, mais on pourra vous dire si c'est acide, basique ou organique, inorganique. Ça, on peut le faire. On a une multitude de services, des techniciens en place qui peuvent aller chez vous. Les représentants aussi peuvent aller puis faire le tour avec vous. Là, puis comme je mentionnais tantôt, c'est un service qu'on offre gratuitement là, à nos clients. Donc, voilà, vous pouvez aller sur notre site Internet ou communiquer avec moi directement ou avec Fatima. Je pense que Iris, on a peut-être nos coordonnées quelque part dans la présentation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est partout au Québec et on offre pratiquement tous les services. Alors, c'est en discutant avec vous là, qu'on va voir comment on peut vous aider. Merci beaucoup, Paul. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question? Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Je regarde. On nous demande s'il va avoir accès à la présentation. Là. En fait, oui, on va envoyer la présentation. La vidéo aussi va être disponible. Je vais transmettre une infolette là, probablement en début de semaine prochaine aux participants. Donc, vous allez avoir les coordonnées et puis la présentation et puis le vidéo. Donc, moi, je pense que ça mettrait fin au webinaire. Là. Il n'y a pas d'autres questions là, à prendre pour le moment. Je remercie beaucoup Fatima et Paul pour cette présentation-là. On voit que ça génère quand même beaucoup de questions. On ne parle pas souvent de matières dangereuses résiduelles et puis on voit que ça génère de l'intérêt. Donc, merci beaucoup à tous les participants aussi et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.